Bon matin. Merci Maurice pour tes bons mots. Je dois dire d'entrée de jeu que je reprends ce matin mes habits académiques, car je ne parle pas à titre de président du Conseil supérieur de l'éducation. Je le dis pour Catherine, là, qui est ici et qui travaille au Conseil, de telle sorte que je n'ai pas à me conformer ce matin à la pensée officielle du Conseil. Ceci dit, je vais utiliser des travaux du Conseil parce qu'il y en a qui sont pertinents par rapport à la problématique que je veux aborder avec vous. Depuis, ce dont je veux discuter avec vous porte sur ce que j'ai appelé la montée en puissance de l'évaluation. Évaluation conçue comme instrument d'action politique au Canada et au Québec. Et je voudrais, avec vous, refaire le chemin qui a été fait depuis les années 60, eu égard à cette problématique-là. Ne serait-ce que pour mieux saisir l'ampleur de la montée en puissance de l'évaluation, l'ampleur et la place qu'elle occupe présentement dans le fonctionnement des systèmes éducatifs canadiens et québécois. Même si mon propos ne porte pas exclusivement sur le Québec et le Canada, pour l'essentiel, mes référents empiriques, c'est le Québec et le Canada. On assiste effectivement depuis plusieurs décennies à une montée spectaculaire de l'évaluation en tant que fonction politique et administrative. À tous les niveaux du système éducatif, au plan national et international, l'évaluation est mise à contribution avant l'élaboration des politiques, pendant leur mise en œuvre et après, au moment de l'évaluation des effets et des résultats. Elle est désormais un des moteurs d'une boucle de régulation que la rationalité instrumentale voudrait sans fin. Elle sert à comparer et à classer les systèmes éducatifs, les établissements, les personnels et les élèves. Cette centralité de l'évaluation s'est accompagnée d'une professionnalisation et d'une technicisation du travail évaluatif. Et dans ce que je vais essayer de faire ce matin avec vous, je vais réfléchir aux caractéristiques et aux fonctions sociopolitiques et socio-éducatives de cette intégration de l'évaluation dans ce qu'on appelle communément maintenant la nouvelle gestion publique en éducation, et notamment à son impact sur la dynamique, sur la mission et sur la dynamique interne-externe du champ éducatif et à ses dangers. La thèse que je veux développer, qui n'est pas très originale, mais qui est quand même celle que je veux développer ce matin, c'est que la montée en puissance de l'évaluation est essentiellement tributaire de l'institutionnalisation de nouveaux instruments d'action politique qui sont associés au cycle de politique publique typique du tournant néolibéral qui exprime les notions de globalisation, de nouvelle gestion publique, de concurrence, de libre choix, de marché, etc. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de réfléchir avec vous sur la notion d'évaluation et la notion d'instrument d'action politique. Et puis, rapidement, à galop, parce qu'il faut le faire à galop, je n'ai pas le temps, je vais faire un peu d'histoire sur la problématique de l'évaluation pendant les 30 Glorieuses, ce que j'appelle le tournant de la fin des années 70 et des années 80, et la situation actuelle. Si j'avais le temps, j'aborderais la question de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, en partie parce qu'elle est d'actualité. Pour les gens du Québec, le sommet des universités, le printemps érable, tout ça a tourné pour une bonne part autour de l'enjeu de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, mais j'ai bien peur que je n'aurai pas le temps de traiter ça avec vous ce matin. C'est dommage, mais on y reviendra une autre fois. Alors, allons-y. Oups. Alors, évaluer. Évaluer, c'est déterminer la valeur de quelque chose afin de guider l'action à conduire. C'est une rétroaction critique sur une situation donnée pour juger s'il est pertinent de la modifier. C'est un processus mental inhérent au rapport de l'individu à la situation. En effet, dans son rapport à la situation, l'être humain, dans la mesure où il est un être pensant, capable d'un contrôle réflexif de la situation, évalue et juge de manière continue ce qui se présente à lui. Comme le rappelle Dewey, penser, c'est juger. Et pour cet auteur, les deux fonctions du jugement sont l'analyse et la synthèse. Et l'évaluation, c'est le premier point que je vais inciter, l'évaluation, c'est une dimension fondamentale de l'action et de toute action qui se veut rationnelle. L'être humain est un être évaluatif. Okay?
Ce n'est pas cette évaluation-là dont je veux parler ce matin. C'est l'autre évaluation. C'est l'évaluation institutionnalisée, c'est l'évaluation professionnalisée, celle qui cesse d'être un acte spontané et qui devient incorporé à des rôles, à des dispositifs, à des institutions, voire même à des métiers. Celle-là est problématique parce qu'elle détermine et elle structure les jeux sociaux. Mais c'est important de rappeler que c'est une activité ordinaire. C'est ce qui fait d'ailleurs que, spontanément, personne ne considère que l'évaluation est illégitime. C'est normal d'évaluer, c'est normal de juger. Et plus souvent qu'autrement, nous dirons « Oui, je suis d'accord avec le principe de l'évaluation, mais pas avec ce dispositif-là, pas avec ce processus-là, pas avec cet outil-là. » Mais peu de gens osent publiquement dire « Il ne faut surtout pas évaluer. » C'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Mais c'est rare. En tout cas, c'est pas très légitime. Alors, lorsqu'elle est incorporée dans des rôles, des dispositifs, des institutions ou des métiers, dans le cas de l'éducation, elle rentre dans des pratiques, elle s'associe à des pratiques d'enseignement, des pratiques de gestion des personnes, des activités, des organisations, de gestion du changement, voire même de reddition de comptes et de responsabilisation des acteurs à tous les paliers du système éducatif. Il n'y a pas grand-chose, quand on regarde un peu le fonctionnement institutionnel, il n'y a pas grand-chose où il n'y a pas incorporé, d'une manière ou d'une autre, avec un succès plus ou moins relatif, plus ou moins complet. L'institutionnalisation est toujours incomplète. Il n'y a pas grand-chose où il n'y a pas une dimension évaluative. Si l'évaluation tend à être objective, ou peut être objective, elle n'est pas neutre. Hein? Elle est inévitablement associée à des notions de responsabilité, d'efficacité, d'efficience, de qualité. Elle renvoie à des valeurs de justice, d'équité, de reconnaissance. Et elle s'inspire d'idéologie et participe à la définition des droits et des devoirs dans les services collectifs d'éducation. C'est pas rien. On peut prendre beaucoup de choses par l'entrée de l'évaluation. Alors, je veux, c'est essentiellement ça la thèse que je veux soutenir ce matin, je veux associer le développement de l'évaluation, de l'apprentissage, des personnels, des organisations et des institutions. Je veux associer le développement de l'évaluation au développement de ce que tout un courant d'analyse politique français, les politologues français appellent des instruments d'action politique. Leur thèse, elle est très simple et elle est fascinante. L'idée, c'est les politiques, oui, comprennent un discours, une vision du monde, une orientation. Il y a toujours, souvent, il y a souvent dans une politique un discours qui la légitime, qui la présente, qui l'articule, qui la contextualise, qui la justifie, qui cherche à la légitimer. Mais parfois, le discours est suffisamment général qu'il fait consensus. Et qu'il n'y a pas... Personne ne peut aujourd'hui s'objecter à l'internationalisation ou à la nécessité d'adapter nos institutions à une nouvelle donne mondialisée. Mais au fond, dans ce courant-là, la mondialisation, avant d'être une réalité, c'est un discours. OK? Bon. Ce que ce courant-là apporte de plus, c'est de dire, attention, c'est peut-être pas le discours qui est le plus important. Le plus important, c'est peut-être ce que le discours cache, ou ce dont il ne parle peu, mais qui sont les instruments d'action politique. La contractualisation, la concurrence, le libre choix, les palmarès, les partenariats privés-publics, ce sont des instruments d'action politique. C'est-à-dire, ce sont de grandes catégories, à la fois cognitives et politiques, qui structurent des rapports sociaux. Je n'ai pas encore parlé d'évaluation quand je parle de reddition de comptes, mais quand je parle de reddition de comptes, il faut que je réponde à la question, qui rend compte à qui? Je définis les rôles, là.
des droits et des devoirs, je définis une hiérarchie. Si j'insiste sur des partenariats, hein, c'est un instrument d'action politique, ça. L'idée qu'il faut construire des partenariats en éducation, à la fois au rôle et pâquerettes dans les établissements, jusque entre les grands acteurs de la société civile dans des instances d'élaboration de politique. Ça va. Les instruments d'action politique sont donc des outils ou des leviers qui impulsent une dynamique, à la fois en termes de rôle et aussi en termes de mobilisation d'un ensemble de ressources pour que ça bouge. La concurrence, le marché, c'est un levier pour faire bouger des choses. Et la thèse que je veux soutenir, c'est que l'évaluation est de plus en plus intégrée dans des mécanismes d'action politique qui sont typiques de la nouvelle gestion publique associée au tournant politique néolibéral depuis 30 ans. Essentiellement ça, le message de matin, c'est essentiellement ça. En ce sens-là, le développement de l'évaluation, quelle qu'elle soit, là, pour les apprentissages, pour le personnel ou pour les institutions, n'est pas neutre. Il participe à quelque chose de plus large. Et si on veut comprendre ce qui se passe, il faut regarder ces instruments-là, beaucoup plus que le discours. D'ailleurs, si vous cherchez un document exemplaire sur la nouvelle gestion publique, vous n'en trouverez pas. Ça tient à pas grand-chose. C'est 2, 3 grandes idées sur l'importance de l'ouverture des marchés, sur l'internationalisation, l'échange, le partage, l'efficacité, l'efficience, etc. Là où ça commence à être intéressant, c'est une fois qu'on laisse tomber le grand discours et qu'on regarde avec précision les dispositifs qui sont mis en place. Et d'ailleurs, les acteurs, souvent, se bagarrent sur les dispositifs. On fait un conseil des universités pour se bagarrer sur l'assurance qualité. On ne discute pas de la mission des universités. On discute sur le dispositif d'évaluation externe des universités. C'est pas insignifiant, c'est extrêmement révélateur d'en discuter. Mais pendant qu'on discute des instruments, combien il y aura de représentants des profs, combien il y aura de représentants de la société civile, combien de fois on va avoir une visite externe et des choses comme ça, pendant ce temps-là, une grande discussion sur les finalités de l'enseignement supérieur et sur la place de l'enseignement supérieur au Québec dans la nouvelle donne, ça reste un petit peu plus à la marge, comme si on ne sait plus discuter de ces choses-là. Bon, c'est un peu ça la thèse que je veux soutenir ce matin, et c'est ça que je voulais vous faire partager autour de la notion d'instrument d'action politique. Bon, OK. Voilà. Alors, un peu d'histoire, parce que déjà le temps file. Disons que là où on est rendu aujourd'hui sur le plan de l'évaluation, cela surprendrait quelqu'un qui serait mort en 72. Historiquement, en Amérique du Nord, et quand je dis Amérique du Nord ici, là, je réfère pour l'essentiel au Canada anglais et aux États-Unis, un petit peu le Québec, mais je réfère plus au reste du continent, tout au long du 20e siècle, tout au long de la massification des systèmes publics d'éducation, l'évaluation a été portée comme politique, a été portée par les administrateurs. Et elle s'est fortement associée à la mesure, c'est-à-dire à la science des tests. Il y a donc une double légitimité depuis le début. La légitimité du pouvoir gestionnaire, qui a besoin de résultats, qui a besoin de chiffres pour trier, classer, décider qui aura droit à quel service, pour introduire des changements et pour rendre les acteurs redevables de leurs actions. C'est le premier pilier, si vous voulez, le pouvoir administratif. Le deuxième pilier, c'est la science de la mesure, la psychométrie, la science des tests, l'édumétrie, qui s'est développée largement aux États-Unis dans un premier temps pour outiller la décision du gestionnaire. Il y a des historiens de l'éducation américains qui ont soutenu la thèse que dans une espèce de conflit idéologique entre le progressivisme à la Dewey
et la gestion managériale fondée sur des tests incarnés par un Thorndike et compagnie, mais c'est Thorndike qui a gagné la bagarre aux États-Unis sur le plan de la politique éducative, et que cela est lié à la période de croissance des systèmes éducatifs et à l'obligation de gérer avec des ressources relativement limitées. Alors, c'est une double légitimité. OK? Dans les années 60 et dans les années 70, les plus vieux et les plus vieilles ici se rappelleront que l'évaluation comme activité intellectuelle spécialisée fut sérieusement contestée. Sérieusement contestée. Du côté de l'Europe, nous arrivait la sociologie de la reproduction, avec Baudelot, Establet, Bourdieu, Passeron, aux États-Unis, Bowles et Gintis. Ici, au Québec, la maîtresse d'école, les travaux d'Azop, certains travaux sur les premiers cégeps, qui, pour essentiel, disaient que l'évaluation était au service de la classe dominante. L'autre terme, que c'était une activité intellectuelle biaisée, l'évaluation des apprentissages, et qu'il fallait sérieusement revoir cela. En tout cas, ce n'était pas une activité objective et neutre, et qu'elle desservait systématiquement les mêmes catégories sociales. Je me souviens qu'un certain psychologue français qui s'appelait Michel Thor avait produit un ouvrage dénonçant les tests d'intelligence. Aux États-Unis, il y a une critique féroce, mais vraiment féroce, des biais culturels des tests, défavorisant les Afro-Américains, les hispanophones et les femmes, etc., etc. Il y a eu une période où, franchement, les enseignants ne devaient pas se sentir particulièrement assurés dans leur fonction évaluative. Parce qu'on dénonçait, je me souviens que Mérieux disait « les sociologues déniaisent les enseignants ». C'est-à-dire développaient chez eux une mauvaise conscience. L'évaluation était donc perçue comme un instrument de sélection et d'élimination reproduisant les inégalités sociales. Il y avait aussi le rôle de l'évaluation dans le débat entre les pédagogies, hein? Entre la pédagogie ouverte, non directive, ou la pédagogie plus structurée, directe ou implicite, ou plus transmissive, si vous voulez. Dans la guerre des pédagogies, dans le conflit des pédagogies, il y avait aussi une guerre d'évaluation, parce que les deux pédagogies avaient leur conception de l'évaluation, plus qualitative d'un côté, plus quantitative, plus auto-évaluative, plus externe dans l'autre. Bref, le conflit des pédagogies était aussi un conflit d'évaluation. C'est mon point de départ. J'ai référé à un avis que le Conseil supérieur de l'éducation a fait en 1982-83. Ça fait 30 ans. C'est le seul document de nature historique qui me permet de porter un jugement sur le chemin qu'on a fait. J'en connais pas d'autres. Je ne sais pas s'il y a des travaux sur l'histoire de l'évaluation au Québec, que ce soit l'évaluation des établissements, des apprentissages ou des personnels, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. Et puis, ma foi, l'avis est assez bien fait. Je crois que le président du Conseil, à l'époque, était un ancien père fondateur du cadre. Donc, pour ceux qui connaissent le Québec, le cadre était un centre d'analyse et de développement de la recherche en éducation, et c'est de là qu'est né au Québec tout le courant de la recherche institutionnelle, l'évaluation institutionnelle. Ce que l'avis du Conseil observe à ce moment-là, dans son tour d'horizon, du primaire jusqu'à l'université, sur les 3 dimensions de l'évaluation, il observe que les collèges, les cégeps, beaucoup plus que les commissions scolaires et les universités, sauf là où il y a des ordres professionnels, sont un peu plus avancés en ce qui concerne l'évaluation institutionnelle. Et c'est vrai que les cégeps avaient et ont toujours une longue tradition d'évaluation institutionnelle qui s'incarne encore actuellement dans la commission d'évaluation de l'enseignement collégial. J'y reviendrai, parce que la commission d'évaluation de l'enseignement collégial est rendue dans ce que j'appelle l'évaluation 2.0. Comment on évalue l'évaluation? On peut continuer comme ça, là.
très longtemps. Ce n'est pas 2.0 au sens de Thierry, ce n'est pas 2.0 au sens de technologie, c'est 2.0 dans le sens où on évalue l'évalue. Le Conseil observait aussi que pour ce qui est de l'évaluation du personnel enseignant, les termes appropriés, c'est rareté ou inexistence. Pour le personnel enseignant du primaire et du secondaire, on estimait que les 2/3 des enseignants de l'époque, du primaire et du secondaire, n'avaient jamais été évalués. Il n'y avait que dans les universités où il y avait un peu d'évaluation des profs, mais c'était à des fins de carrière, plus qu'à des fins d'amélioration de l'enseignement. Le Conseil observait aussi une espèce de couplage assez large entre la politique évaluative du ministère, celle des commissions scolaires et les pratiques des enseignants en matière d'évaluation des apprentissages. Bref, on pourrait dire une extraordinaire richesse dans la diversité. Je peux dire ça comme ça. Ou, dit autrement, une absence d'alignement, une absence de cohérence du haut en bas du système, eu égard à l'évaluation. Le Conseil en avait conclu qu'il y avait un développement aléatoire et imprévisible des pratiques, peu d'impulsion, de planification et de coordination générale des pratiques dans les milieux scolaires en matière d'évaluation. Oups. Et ça, c'est intéressant parce que ça illustre l'espèce de discours de l'époque. Le Conseil constate, après avoir écouté un ensemble d'acteurs, qu'il y aurait comme une espèce de besoin ou désir d'évaluation bloqué dans le système. Tout le monde veut de l'évaluation, mais on ne l'en fait pas. Et que c'est à cause des conventions collectives, la résistance des enseignants, la pédagogie de l'estime de soi qui empêche de donner l'heure juste aux élèves, la politique du progrès continu ou du redoublement, qui est une façon de refuser l'évaluation, l'égalitarisme enseignant qui empêche de distinguer les enseignants performants et excellents des autres. On est en 82, là. On n'est pas en 2013. Et de le récompenser en conséquence. Et les institutions ne s'améliorent pas, faute de regard distancé sur le fonctionnement et les résultats. Le Conseil appelle donc, et j'ai mis ça en guillemets parce que c'est des termes que l'on emploie régulièrement, le Conseil appelle le développement d'une culture de l'évaluation, parce que l'évaluation devrait être un processus tout à fait normal de toute organisation et de toute activité. Il y a donc, et je vais insister là-dessus, il y a donc, au tournant des années 80, dans le système éducatif québécois, et on pourrait généraliser au Canada, il y a un discours et il y a des facteurs endogènes qui appellent un développement d'évaluation. J'insiste là-dessus parce que ma thèse, ce n'est pas de dire que le néolibéralisme nous est tombé dessus puis qu'il a tout bousculé. Pas du tout. Il a rencontré, il s'est marié avec des forces endogènes qui lui ont permis d'être où il est présentement. Ça, pour moi, c'est important. Bon. Oui. Les forces endogènes qui amènent le développement que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est la fin d'un cycle de politique publique qui était centré sur l'édification d'un système public d'éducation et sur sa massification, du moins dans l'enseignement obligatoire préuniversitaire. On n'est plus, à partir du milieu des années 70, dans une logique de croissance, de construction d'écoles, d'augmentation des personnels, des ressources, etc. On n'est plus dans une, même s'il y a encore des poches importantes, on n'est plus dans une logique d'accessibilité et de croissance. On est dans une logique, dorénavant, de consolidation et de qualité. Bon. Donc, c'est la fin d'un cycle de politique axé sur l'accessibilité pour glisser tranquillement vers un cycle de politique publique axé sur la qualité et donc sur l'évaluation. On est tous conscients que l'accessibilité, c'est une bonne chose, mais qu'il y a des ratés. Et puis, je reviens, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais on a un appareil administratif. Il est là. D'une direction d'école jusqu'à un bureau de sous-ministre, et des centaines et des milliers de fonctionnaires. On a un appareil administratif qui a été très utile et qui a été un appareil administratif dans la première phase, modernisant, innovateur. C'est lui qui a construit le système. Okay? Il faut donc lui trouver une nouvelle mission. Il faut lui trouver une nouvelle mission, puisqu'on n'est plus dans une logique de croissance. Et la nouvelle mission, c'est la qualité,
c'est la reddition de comptes, c'est l'évaluation. Pardon. J'ajouterais parmi les forces endogènes l'idée qu'au Québec, l'école primaire et l'école secondaire a toujours été ouverte à la communauté au sens anglo-saxon ou nord-américain du terme, et qu'en ce sens-là, le regard externe, même si ça peut poser problème, le regard externe, et notamment celui des parents, est toujours légitime. Bon, OK. Les forces endogènes, je passe vite, vous les connaissez. C'est la remise en cause de l'État-providence suite à la crise du pétrole des années 70, la montée d'un discours sur ce que j'appelle l'anticipation épouvantée de la croissance des coûts des services publics, la critique féroce de la bureaucratie gouvernementale, perçue comme inefficacité et inefficiente. Écoutez les radios de droite au Québec et vous comprendrez ce que je veux dire. La théorie de la capture, qui veut dire essentiellement que les corporations professionnelles, les syndicats contrôlent les services publics et les détournent à leurs avantages. Ils ont capturé un service qui ne leur appartient pas. Bon, vous connaissez ce discours-là, mais il est important parce que ça fait 30 ans ou 35 ans qu'on nous le sert. Et il est, dans bien des endroits, une évidence. Il est parfaitement intégré et il faut toujours se défendre. On ne peut plus rien initier dans le secteur public sans montrer que ça va augmenter la bureaucratie. Il faut que ça se fasse à coût nul, etc., etc., etc. Il y a des contraintes qui n'existaient pas et qui existent aujourd'hui. Bon. OK. Je file parce que ça va trop vite. Bon. OK. Alors, où est-ce qu'on en est après 30 ans de nouvelle gestion publique? Tout ce que je veux dire sur la nouvelle gestion publique, c'est qu'elle fait consensus. Elle fait consensus à peu près partout en Amérique du Nord, quels que soient les partis politiques. Au Québec, depuis le tournant des millénaires, c'est la politique officielle de l'État, quel que soit le parti politique. Personne ne remet en cause la nouvelle gestion publique et ses principaux instruments, que sont la planification stratégique et la contractualisation et la mise en concurrence. Personne ne met ça en cause. Bon, alors, sur le plan de l'évaluation, au Canada, le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada a fait de l'obligation de résultat la pierre angulaire de sa mission. Et il a développé le programme pan-canadien d'évaluation depuis 2003. Ce programme-là rejoint des élèves de 8e année en lecture, en mathématiques et en sciences, selon un système majeur-mineur. C'est-à-dire, en 2007, je crois que c'était la lecture qui était majeure, mathématiques et sciences étaient mineures, et ainsi de suite. Bon, cette année, les sciences seront majeures. Les tests sont déjà passés. Bon. Et puis, les résultats sont publiés et on classe les provinces et les territoires. C'est la première fois qu'on fait ça au Canada, une évaluation systématique dans 3 matières et qui permet une comparaison entre les provinces. Le CEMEC gère la participation canadienne à différents programmes internationaux, le TIMSS, le PEARLS et le PISA. Le TIMSS, c'est pas rien, c'est quand même 500 000 élèves à travers le monde. Le TIMSS existe depuis 1995, on a mesuré 95, 99, 2003, 2007, 2011, des élèves de 4e et de 8e année. Ainsi de suite en 4e année pour le PEARLS de l'IEA. Et le PISA, qui est peut-être le vaisseau amiral de cette flotte de mesures évaluatives. Le PISA fonctionne sous un rythme triannuel. La dernière fois, 63 pays y ont participé. Compréhension de l'écrit, culture mathématique, culture scientifique. On a recommencé en 2009, c'est des élèves de 15 ans. Et puis, ce n'est pas fini.
L'OCDE a développé 3 autres programmes qui sont en cours de réalisation. Le TALIS, qui mesure les compétences et les connaissances des enseignants. Le PIAC, c'est les compétences des adultes. Et puis le AELO, qui est l'enseignement supérieur. Bon. Sur le plan de l'évaluation de l'apprentissage, c'est assez impressionnant comme développement. J'avoue que moi-même, j'ai été surpris quand j'ai fait le tour de tout ça, puis je me suis dit, mais merde, il y a 25 ans, rien de cela n'existait. Rien de cela n'existait. Et puis, je ne vous ai pas parlé de la systématisation et de la standardisation des évaluations dans chacun des territoires nationaux et dans chacune des provinces canadiennes. J'aurais pu, avant de vous parler du PPCE, vous dire que l'Ontario, il y a 15 ans, n'avait aucune espèce d'examen provincial. C'était la commission scolaire qui évaluait. Et puis, les tests d'admission à l'université régulaient pour savoir qu'est-ce qui valait les étudiants. Et ça a fonctionné comme ça pendant des décennies. Mais sous l'impulsion de cette mouvance évaluative nationale et internationale, les provinces aussi se sont mis à standardiser et à uniformiser leurs évaluations. Sur le plan de l'évaluation institutionnelle, on peut tenir exactement, je peux documenter le même développement. Dans le cadre des planifications stratégiques et des conventions de partenariat et des conventions de gestion, on se réveille avec à peu près 3500 plans. Chaque école a son plan. Chaque commission scolaire a son plan. Chaque université a son plan. Chaque département, chaque faculté. Tout cela est fait d'une manière relativement systématisée et publique. C'est ajouté il n'y a pas longtemps des plans de lutte contre le harcèlement dans les écoles. Bref, il y a une machine à produire la planification stratégique et donc à prévoir des dispositifs d'évaluation et de reddition de comptes. OK. Je le disais tout à l'heure, les cégeps, après 25 ou 30 ans d'évaluation institutionnelle, réfléchissent. Eux, ils sont rendus beaucoup plus loin que le milieu scolaire primaire, secondaire. La question qu'ils se posent, c'est est-ce qu'on peut continuer à empiler des papiers? Est-ce qu'on peut continuer à produire des tonnes et des tonnes de documents qui, à toute fin pratique, sont peu regardés et peu utilisés? Okay. Peut-être est-ce un exercice intéressant pour les gens de mobilisation collective. Vous connaissez le discours de mobilisation collective, d'empowerment, de prise de conscience de certaines réalités plus larges que leur petit rôle. Peut-être y a-t-il des bénéfices de ce côté-là, mais lorsque vous êtes rendu à faire votre 5e plan stratégique dans un collège, la question se pose, on peut-tu faire ça plus simple, plus direct, plus situé et moins lourd? Je reviendrai là-dessus. Et c'est là qu'ils sont présentement les cégeps. Ils ne nient pas l'importance de l'évaluation institutionnelle, mais ils cherchent une manière pour que ça ne soit pas un rituel bureaucratique, coûteux et avec peu d'impact. Mais même si c'est un rituel, c'est quand même pour un sociologue important et révélateur. C'est un rituel légitime et même imposé et qui doit être fait et qui accapare une quantité impressionnante de temps, d'énergie et de ressources. J'ai même des collègues qui ont fait une analyse pour ce qui est de la planification stratégique dans les commissions scolaires. Dans la nouvelle gestion publique, tout cela est censé améliorer l'apprentissage. Tout cela est censé améliorer l'efficacité et l'efficience. Tout cela est censé faire en sorte que l'on diminue le coût administratif et que l'on alloue le maximum de ressources sur la ligne de front, sur la ligne des services, et le moins possible dans la bureaucratie. Alors, j'ai des collègues qui ont fait des études là-dessus dans les commissions scolaires, et ce qu'ils observent, c'est que pour remplir les obligations de l'évaluation institutionnelle, la planification stratégique, les conventions de partenariat, les conventions de gestion, Alouette,
ils sont obligés d'allouer de ressources supplémentaires à la bureaucratie administrative. Ce qui est l'exemple classique de l'effet contraire à ce qui est poursuivi. Okay? Alors, je vais charrier. On n'a plus d'argent pour des orthophonistes en milieu défavorisé, mais on est obligé d'investir 500 000 $ pour faire des beaux plans ministériels qui sont censés faire en sorte que les enfants qui ont besoin d'orthophonistes les auront. Bon. Bon. C'est pas le président du conseil qui parle. Les universités aussi, elles ont un rôle particulier dans tout ça parce que les universités forment l'expertise. Elles ont développé des bureaux de recherche institutionnels. Elles ont une réelle expertise dans l'évaluation des programmes, dans l'évaluation de l'enseignement et de la recherche. Elles sont à la fois des acteurs clés de ce développement-là, en même temps qu'elles sont aussi, d'une certaine manière, visées par cela, notamment par les classements nationaux et internationaux, qui sont des formes, des dispositifs, enfin, qui utilisent des données d'évaluation. Et les universités sont parfois avantagées, parfois pas avantagées par ces classements-là, mais elles ne peuvent pas ne pas en tenir compte. Okay? Ne peuvent pas ne pas en tenir compte. J'ajouterais à ça aussi le défunt Conseil canadien de l'apprentissage qui produisait un bulletin sur les écoles, les villes, etc., sur la qualité de l'éducation. Oui. OK. Bref, bref, il y a eu... ah oui, ça, d'accord, ça, c'est autre chose. Il y a eu, à la fois sur le plan de l'évaluation de l'apprentissage, à la fois sur le plan de l'évaluation des institutions, il y a eu un développement assez exceptionnel, assez étonnant, et donc de ce que j'appelle la montée en puissance de l'évaluation. Il en est de même de l'évaluation des personnels, en tout cas dans les systèmes éducatifs. Si j'avais le temps, je développerais ça, à l'exception peut-être des enseignants. Dans les systèmes éducatifs actuels, en tout cas en Amérique du Nord, du sous-ministre jusqu'au chef d'établissement, tout le monde est évalué. Tout le monde est évalué. Et un peu partout se met en place des systèmes de mesures de valeur ajoutée et de primes. Du sous-ministre jusqu'au chef d'établissement. Dans le cas des enseignants, c'est variable. Ça reste un enjeu difficile. En tout cas, ici au Québec, au primaire et au secondaire, par rapport aux autres dimensions de l'évaluation, qui est l'évaluation institutionnelle ou l'évaluation des apprentissages, c'est peut-être là où il y a une réelle difficulté. Il y a une réelle difficulté à cause du contexte, il y a une réelle difficulté à cause des dispositifs, mais il y a une réelle difficulté aussi, j'allais le dire, il y a une réelle difficulté aussi pour les syndicats enseignants. Il y a une espèce de paradoxe que les syndicats n'arrivent pas encore à dépasser, c'est celui de la valorisation de la profession et de la reconnaissance de la profession et l'évaluation. Vous connaissez le discours syndical, il faut valoriser l'enseignement. Il faut reconnaître la qualité du travail des enseignants. Oui, mais comment voulez-vous reconnaître quelque chose si ce travail est opaque, invisible, jamais évalué? Il y a un paradoxe, là. Et je crois que plusieurs leaders syndicaux en sont bien conscients, mais ils cherchent un chemin pour en sortir. On ne peut pas valoriser une profession si on est incapable de dire ses effets. Bon. OK. OK. Je clôture sur deux enjeux. Okay. Sur deux enjeux. Le premier, je l'ai appelé « mesure et démesure », 2 points, un délire évaluatif.
Allons-nous trop loin sur la route de l'évaluation? Risquons-nous de tuer le malade à force de le soumettre à des remèdes évaluatifs? Il suffit de faire la liste des épreuves pour imaginer les tentacules du monstre que nous avons créé. Le PPCE canadien, le TIMSS, le PIRLS, le PISA, des centaines de plans stratégiques de commissions scolaires, de collèges et d'universités à évaluer, les 3500 projets éducatifs d'établissements primaires et secondaires, les 3500 conventions de gestion, les 3500 plans de lutte contre le harcèlement et l'intimidation, les évaluations liées à l'accréditation des formations professionnelles, l'évaluation de la recherche par les organismes subventionnaires, etc. Nous avons mis sur pied une immense machine relativement bien coordonnée au plan national et international, professionnalisée, qui a à la fois requis et permis le déploiement d'une perspective édumétrique de haut niveau. Elle se décline, cette expertise, dans des colloques, des revues, des associations, des centres et des instituts gérant d'importantes bases de données et des sites Internet remplis de rapports et d'analyses statistiques, voire même de logiciels permettant à tout un chacun de produire ses propres analyses. On entend parler d'une industrie de la mesure et du test qui donne une aura de science et de rigueur à des argumentaires, des choix et des politiques. On n'ose plus évaluer ou juger de la qualité de l'éducation sans présenter des chiffres. Il y a 30 ans, nous souhaitions que l'évaluation devienne un processus normal au sein des organisations éducatives. On peut se demander si aujourd'hui, nous ne risquons pas de souffrir d'évaluates aigus. Ou à tout le moins, on peut penser que le pendule a bougé à l'autre extrême très rapidement. C'est mon premier enjeu. Les effets produits par ce développement ou cette montée en puissance de l'évaluation sont paradoxaux. Au lieu de réduire la bureaucratie scolaire et centrer l'appareil sur la réussite des élèves et des étudiants, ils occasionnent un déplacement des ressources vers l'administration. Ils réduisent l'autonomie des acteurs de terrain sur le plan des processus et des moyens en prescrivant la mise en place de pratiques gagnantes, exemplaires, fondées sur des données probantes. Aussi, dans un contexte de concurrence politique, ils politisent les résultats, forçant les responsables locaux, intermédiaires et nationaux à justifier leur politique et à agir rapidement de manière corrective lorsqu'il y a lieu. Il y a des exemples dont je ne peux pas parler, mais il y a des exemples de gestion politique, de résultats embarrassants, qui sont extrêmement révélateurs de ce que je veux dire. Cela donne parfois un activisme prématuré, insuffisamment réfléchi et discuté avec les acteurs concernés. On peut se demander si un IAP censé accroître la réflexivité du système produit l'effet contraire. Il est à la merci de la publicisation des résultats et des jeux médiatico-politiques à court terme. C'est mon premier enjeu. Deuxième enjeu, la politisation de l'évaluation. Au nom de l'amélioration de la qualité ou au nom de la performance? Autrefois, la légitimité de l'institution scolaire était fortement liée à la capacité à socialiser les jeunes générations autour de valeurs communes fortes et de référents culturels partagés. Aujourd'hui, l'école apparaît légitimée par une course ininterrompue à la performance, au maintien et à l'amélioration de son rang dans un ordre éducatif internationalisé. Cette performance est fonction de compétences générales, lecture, mathématiques, sciences, qui font la part mince aux savoirs identitaires nationaux, la littérature, l'histoire nationale, la philosophie, les arts. Le curriculum valorisé et mesuré par les instances internationales, c'est un curriculum qui est dépouillé de ses racines historiques nationales. Comme si l'on désirait dorénavant que l'école prépare à une vie déracinée, dénationalisée et mondialisée, appuyée sur le développement de compétences transversales et disciplinaires essentielles pour s'intégrer, entre guillemets, à l'économie du savoir et apprendre tout au long de la vie. Il y a certainement là un danger d'uniformisation des systèmes éducatifs ou à tout le moins de la mise en veilleuse des spécificités curriculaires nationales, institutionnelles et pratiques. Dans cette veine, les classements internationaux des universités, est-ce qu'ils évaluent un modèle universitaire unique, anglo-saxon, en voie de mondialisation, ou bien s'ils prennent en compte une diversité de modèles et de traditions? Quant à moi, poser la question, c'est y répondre. Il n'est pas facile de trouver une définition claire, et je vais terminer là-dessus. Il n'est pas facile de trouver une définition claire et univoque de la qualité. Il y en a plusieurs. Si j'avais le temps, je les développerais. Mais les instruments évaluatifs ont tendance à nous proposer une définition formelle, abstraite de la qualité. La qualité, c'est l'adéquation à la mission. C'est l'adéquation entre les moyens et les fins. Mais oui, mais encore.
Ça veut dire quoi, ça, pour une école primaire ou une école secondaire? Il y a un danger d'abstraction un peu formelle qui nous éloigne de l'essentiel de l'éducation qui est dans des pratiques toujours contextualisées. Merci.